Eureka, avec Viteos, toutes vos énergies. Salut à tous, bienvenue dans Eureka, l'émission qui parle énergie et développement durable. On va parler aujourd'hui de l'intérêt de stocker du CO2 dans les sols pour les agriculteurs, qu'ils soient adeptes de méthodes conventionnelles ou biologiques. On verra que certains s'y intéressent depuis très longtemps. C'est le cas de Pierre Lambert, viticulteur ici à Saint-Aubin, qui utilise des méthodes parfois assez originales. On regarde juste après ça. Grâce à la photosynthèse, les plantes consomment du CO2 et le transforment en partie en matière organique. Matière qui, lorsqu'elle retourne à la terre, par exemple sous la forme de feuilles mortes, est consommée et dégradée par les vers de terre et les micro-organismes. Le gaz carbonique qui s'y trouve encore est alors intégré au sol, stocké dans l'humus, emprisonné pour très longtemps. Les activités agricoles sont responsables d'environ 15% des émissions totales de gaz à effet de serre en Suisse, principalement en raison de l'utilisation d'engrais chimiques, de pesticides et de déchets d'origine animale. Mais elle peut aussi offrir des solutions pour réduire son impact sur l'environnement, notamment en stockant le CO2 dans les sols, comme le préconise le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ainsi, les sols gagnent en fertilité et le CO2 présent dans l'atmosphère diminue. Depuis plus de 30 ans ici à Saint-Aubin, sur ce domaine viticole, est pratiquée l'agriculture biologique. Pierre Lambert, pour se passer des engrais chimiques notamment, épand de la poudre de roche pour séquestrer le gaz carbonique. Pierre, pourquoi utiliser cette drôle de méthode d'épandage de poudre de roche? Je suis géologue de formation, donc je connaissais le principe de l'altération des roches silicatées en tant que régulateur du climat de la planète au niveau des temps géologiques. Et puis je me suis dit, pourquoi pas essayer sur mes vignes pour à la fois stocker du CO2 atmosphérique et en même temps apporter des éléments nutritifs à la vigne. Puisque la poudre finit par se diluer avec l'eau dans les sols. Exactement. Mais bien sûr, vous utilisez d'autres méthodes, peut-être plus connues ou plus traditionnelles. Votre papa, avant vous, le faisait déjà. Quelles sont-elles? Il s'agit d'apporter des composts, d'enherber le sol, de le recouvrir d'engrais verts. Et puis, progressivement, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a diminué le travail du sol. Le stock de matière organique augmente vraiment très rapidement en appliquant ces méthodes. Limiter le travail du sol parce que finalement labourer sans arrêt, c'est relibérer le CO2 et puis limiter l'enrichissement des sols. Exactement. Et donc revenons à cette fameuse poudre de roche. Vous avez souhaité essayer de la valider scientifiquement. Oui, bon, le but c'est bien sûr de vérifier la méthode, si elle est valable. Est-ce que le bilan carbone est valable ou non. C'est aussi pour essayer d'aller plus loin en fait. Est-ce que d'autres personnes sont intéressées à utiliser cette poudre de roche? Les agriculteurs je crois qu'ils sont prêts à utiliser des méthodes qui sont durables. C'est la tendance vers laquelle on va aller de toute manière, je pense. Deux travaux de master menés par l'Université de Lausanne, débutés en 2018, ont permis de caractériser les sols avant épandage de poudre de roche pour évaluer le potentiel d'altérabilité de cette fameuse poudre. Et puis un autre scientifique a décidé de s'intéresser à la technique de Pierre Lambert. On va tout de suite le rencontrer. Les premiers résultats qu'on a sur cette méthode montrent qu'effectivement, on a une efficacité qui est en train de se montrer. La poudre de roche, quand elle se dissout dans l'eau du sol, elle va notamment consommer une partie de l'acidité. Et donc, quand on voit un changement d'acidité dans le sol, c'est un bon signe pour savoir si on a effectivement une efficacité. Donc, non seulement on pourrait avoir un gain en termes de séquestration de CO2 atmosphérique, mais en plus de ça, on pourrait avoir un gain sur la vitalité des plantes. Si les scientifiques sont tenus de prouver l'efficacité de cette poudre de roche volcanique, l'histoire géologique de notre planète suffirait presque à valider la méthode du viticulteur neuchâtelois, car les volcans sont en quelque sorte des régulateurs de température. On parle beaucoup des arbres qui peuvent absorber du CO2 en faisant la photosynthèse, mais à l'échelle des temps géologiques, ce n'est pas du tout la végétation qui va absorber du CO2 et réguler le climat, c'est la dissolution de cette roche volcanique. Et en fait, la réaction chimique de dissolution consomme du CO2.
À l'échelle des temps géologiques, c'est essentiel. Pourquoi? On sait que plus le climat est chaud, plus il y a de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Et donc, plus sur les temps géologiques, il va y avoir de précipitations. S'il y a plus d'eau qui tombe au sol, forcément, il va y avoir plus de dissolution de cette roche. Et donc, s'il y a plus de dissolution de cette roche, il va y avoir plus de CO2 atmosphérique qui va être consommé. Ça veut dire un refroidissement de l'atmosphère. Et donc, vous voyez comment est-ce que quand la température est trop chaude, la dissolution de cette roche volcanique va ramener la température un peu plus bas. C'est de là qu'est venue l'idée d'utiliser de la poudre de roche dans les sols. Les scientifiques se sont dit, attendez, on connaît l'effet de cette poudre de roche sur les températures à l'échelle des temps géologiques. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de voir si ça pourrait marcher à nos échelles de temps? Autre effet bénéfique de la roche volcanique, elle favorise l'enrichissement des sols en nutriments. Si vous allez par exemple en Allemagne, l'Allemagne a beaucoup de ces mines de roches volcaniques, ça fait plus de 200 ans que les agriculteurs autour des mines utilisent la poudre de roche sur leur sol comme un engrais. Parce qu'ils ont bien vu que quand ils en apportaient, il y avait un bénéfice pour les sols. Pour se faire une idée de la qualité nutritive de la terre sous nos pieds, sans recourir aux analyses en laboratoire, un simple coup d'œil avisé peut suffire. La couleur, c'est très important dans un sol parce que ça permet de savoir combien de matière organique on a. En général, la matière organique, elle va s'accumuler en surface. Et si vous voyez ici, plus le sol est sec, plus il a tendance à s'éclaircir. Et là, malgré la sécheresse, on a quand même un sol qui est assez sombre. Donc c'est une preuve de plus que la séquestration de carbone, cette fois-ci sous forme de matière organique, fonctionne bien et a bien fonctionné depuis plusieurs années. Une autre chose qui est très intéressante, c'est qu'on voit une galerie de vers de terre. Un ver de terre donc, qui est venu en surface, qui a pris la végétation morte et qui l'a enfouie en profondeur. Et pourquoi c'est intéressant? C'est parce que si vous regardez bien, on voit ce filament blanc comme ça. C'est quoi? C'est d'abord une racine qui est partie en profondeur et par-dessus ça, des champignons qui se sont développés. Pourquoi c'est intéressant ça? Parce qu'un sol, plus il est vivant, plus il va être exploré par la vie, plus les plantes qui poussent dedans vont pouvoir utiliser les canaux creusés par les êtres vivants pour aller chercher en profondeur l'eau, les nutriments, tout ce qui en surface pourrait être manquant quand il fait par exemple sec comme aujourd'hui. C'est bien foutu la nature. C'est quand même bien fait. Allez, un peu de mathématiques pour terminer cette émission. D'après certains scientifiques, si on venait à augmenter de 4 pour 1000 chaque année la teneur en matière organique des sols en agriculture, on pourrait compenser peu ou prou une partie de nos émissions de CO2. Une solution parmi d'autres pour faire baisser la température. Eureka, c'est terminé. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, restez branchés sur Canal Alpha. Salut! C'était Eureka avec Viteos, toutes vos énergies.